Thank you very much, Mr. Moderator, for your kind words. We are in Togo. We're going to be speaking in French. Je voudrais commencer par dire à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le professeur Doucet, de bien vouloir transmettre les salutations fraternelles du président Bassirou Diomaye Faye à son frère, le président Faure Gnassingbé, que nous remercions tous pour cette belle rencontre et pour l'hospitalité légendaire du Togo. Mesdames et messieurs, je pense que l'Afrique se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire contemporaine. Nous avons été longtemps perçus comme un continent périphérique, subissant les chocs du monde, plus qu'on ne les provoquait d'ailleurs. Et désormais, l'Afrique émerge, qu'on le veuille ou pas, comme un acteur géopolitique désormais incontournable dans un système international en pleine recomposition. La montée des tensions entre grandes puissances, la compétition pour les ressources naturelles dont nous regorgeons, la révolution numérique, la transition énergétique et les mutations sécuritaires globales redessinent, quoi qu'on dise, les rapports de force. Et dans ce nouveau paysage multipolaire, l'Afrique doit devenir un pôle d'équilibre, un pôle de stabilité, un pôle d'innovation et surtout, nous devons pouvoir défendre nos propres intérêts. Mais ce réveil stratégique que nous appelons tous de tous nos voeux ne se décrète pas. Il se construit à travers une vision, une volonté politique et une capacité collective à bâtir de la résilience. Et de ce point de vue, je pense que l'Afrique est champion du monde de la résilience. Nous n'étions pas nécessairement programmés pour être toujours là parce qu'il y a des civilisations brillantes ailleurs qui n'ont pas résisté au choc des conquistadors. La civilisation des Mayas, la civilisation des Aztèques a disparu, mais nous sommes là. Nous sommes plus que jamais là. L'autonomie stratégique du continent, ce qu'il faut comprendre comme sa capacité à décider, à agir, à se protéger, sans dépendance excessive à l'égard d'acteurs externes, est une nécessité vitale. Nous l'avons entendu ce matin. Les crises successives, qu'elles soient des crises économiques, sanitaires ou sécuritaires, ont mis en évidence la fragilité des modèles fondés sur la dépendance et l'assistance. Elles ont aussi révélé un fait nouveau. Aucune puissance, aucune, je dis bien, extérieure ne sauvera l'Afrique à la place des Africains. Et ça, ce doit être la philosophie avec laquelle nous devons conduire les destinées de notre continent. La guerre en Ukraine, les tensions sino-américaines, l'instabilité du Sahel, les changements climatiques ou encore la fragmentation des chaînes d'approvisionnement mondiales démontrent que la souveraineté est devenue la clé de la puissance du XXIe siècle. Dans ce contexte, l'Afrique doit repenser son rôle et ses priorités. Non plus être simplement un réservoir de matières premières du marché de consommation ou un marché de consommation, mais être bel et bien un centre de décision, de production et de résilience. Or, cette transformation suppose un courage politique inédit. Et ce message s'adresse à nos élites. Cette transformation exige des États africains qu'ils développent une autonomie collective fondée sur la solidarité continentale. Elle appelle à repenser la sécurité non pas comme une simple réaction militaire, mais comme une construction globale intégrant le développement, la bonne gouvernance, également la dignité de tous, y compris les femmes africaines encore marginalisées dans tous les domaines, malgré leur contribution vitale à la résilience des sociétés et des économies africaines. Elles sont très peu représentées d'ailleurs dans cette salle. La transformation que nous appelons de tous nos voeux invite à bâtir des alliances nouvelles, non pas pour servir les ambitions des autres, parce que nous l'avons vu aussi. Nous ne pouvons pas
parfois être présent pour défendre les intérêts des autres, mais pour défendre la vision africaine du monde, une vision de justice, de paix et de développement durable. Dans un monde en recomposition où les puissances traditionnelles vacillent, où les marges d'action se redéfinissent, le continent africain détient une opportunité, à mon avis, historique, celle de transformer sa vulnérabilité en force, sa fragmentation en unité et son potentiel en puissance réelle. Nous le savons, le monde est désormais multipolaire. On l'a dit, la rivalité entre la Chine et les États-Unis, l'émergence de puissances régionales comme l'Inde, la Turquie, ainsi que les alliances stratégiques du Golfe, transforment l'Afrique en un terrain de jeu géopolitique majeur. Les puissances étrangères cherchent à sécuriser l'accès aux ressources africaines, les ressources minérales notamment, énergétiques ou agricoles, et à influencer évidemment l'orientation politique de nos États. Face à ces pressions, beaucoup de pays africains se retrouvent dans une position délicate. Accepter des partenariats asymétriques pour bénéficier de financements ou de technologies, au risque de céder une partie de son autonomie stratégique. Cette dépendance accrue expose le continent à des manipulations diplomatiques, à des choix politiques parfois contraints et à des vulnérabilités économiques structurelles. La structure économique de nombreux États africains reste dépendante des exportations de matières premières brutes. L'industrie de transformation locale est limitée. La capacité à produire par le marché intérieur de nos pays reste faible et nos économies sont évidemment vulnérables à la fluctuation des prix mondiaux, voilà, aux contraintes que nous imposent évidemment les pays d'où nous importons la majorité de ce que nous consommons. Évidemment, il faut y ajouter la problématique de la dette extérieure qui constitue un autre levier de dépendance. Elle oblige certains gouvernements à aligner leur politique sur les exigences de créanciers étrangers, réduisant ainsi la marge de manœuvre budgétaire et stratégique. Cette vulnérabilité économique a un impact direct sur la souveraineté économique, ça a été dit tout à l'heure, je crois que c'était par le secrétaire de la Zeleka. Elle limite la capacité de l'Afrique à investir dans ses propres infrastructures et dans la défense de ses intérêts. Mais évidemment, les crises sécuritaires et conflits armés, terrorisme, l'immigration forcée sont à la fois des causes et des conséquences de la vulnérabilité africaine. Nous dépendons encore trop des forces extérieures pour stabiliser certaines régions comme le Sahel, la Somalie, etc., ou dans les grands pays, dans des pays des Grands Lacs. Cette dépendance militaire, si elle peut offrir un répit temporaire, parce qu'on en a besoin, souvent, elle affaiblit également nos capacités à construire une sécurité autonome, intégrée et durable. Par ailleurs, les catastrophes climatiques et les crises sanitaires, comme la pandémie de la Covid-19, ont montré les limites de la résilience africaine face aux chocs globaux. Mais enfin, nous avons également le fait que nous dépendons largement des technologies extérieures et que nos connaissances, généralement, sont générées de l'extérieur plutôt que par nos universités, qu'il nous faut absolument renforcer. Les infrastructures numériques, les systèmes de traitement des données et les innovations technologiques majeures sont souvent contrôlés par des acteurs étrangers. Et cette dépendance limite la capacité de notre continent à maîtriser sa souveraineté numérique. Mais face à toutes ces pressions, ce qu'il faut les établir, puisque nous les partageons, l'Afrique n'est quand même pas restée passive. Surtout sur le continent, des dynamiques de souveraineté réelle se créent, des dynamiques de coopération, mais également des dynamiques de résilience qui émergent et qui marquent le début d'une véritable transformation stratégique. Et l'une des pierres angulaires de l'autonomie stratégique, nous le savons, c'est la sécurité. Historiquement, voilà, notre dépendance aux forces extérieures pour déstabiliser les conflits en Afrique
ont limité justement nos possibilités. Je rappelle que l'Union africaine a créé la force africaine en attente visant à intervenir rapidement en cas de crise. Ce n'est pas aussi fonctionnel que nous le souhaitons. Les communautés économiques régionales, que ce soit la CEDEAO, la SADC, la CEAC, développent des forces régionales coordonnées pour faire face aux menaces transfrontalières, qu'il s'agisse du terrorisme, du trafic ou de conflits internes. Ces initiatives montrent que la sécurité n'est plus seulement une question nationale, elle devient une question continentale et elle requiert de la coopération. Il nous faut des leviers pour réduire la dépendance aux puissances étrangères au continent, pour renforcer notre souveraineté. Donc la question de la collaboration sécuritaire et militaire comme un enjeu continental basé sur la solidarité me paraît être nécessaire. Mais nous avons également la question de l'intégration économique et la coopération régionale. L'autonomie stratégique passe également par une coopération économique renforcée entre nos pays. Nous sommes le continent qui commerce le moins avec lui-même. Nous sommes à 12% du commerce intra-africain, d'où la ZLECA. Alors que le reste du monde, en moyenne, en Asie, c'est 65%, en Europe, c'est 80%, etc. Donc nous avons grand espoir que la création de la zone de libre-échange continentale africaine va constituer un tournant historique. On espère qu'elle va réduire la dépendance au marché étranger en stimulant, comme je l'ai dit, le commerce intra-africain et qu'il va surtout favoriser l'industrialisation locale et la création de chaînes de valeur africaines plutôt que l'exportation brute de nos matières premières. Et ça, nous en parlons depuis les indépendances. Au-delà du commerce, des projets de corridors d'infrastructures et de transports régionaux sont importants pour faciliter la circulation des biens, des services et des personnes, tout en renforçant la résilience économique face aux chocs mondiaux. L'intégration, pour moi, est un outil de pouvoir géopolitique que nous n'avons pas suffisamment utilisé. Nous constituons plus du tiers de l'Assemblée générale des Nations unies, plus du tiers, avec 54 pays. Nous n'avons pas suffisamment développé justement ce pouvoir commun géopolitique pour agir dans les intérêts de l'Afrique. La scène internationale offre également à l'Afrique des opportunités de repositionnement stratégique. Les pays africains adoptent de plus en plus une diplomatie multipolaire en diversifiant leurs partenariats. Nous avons également les opportunités de la coopération sud-sud avec les BRICS, qui vont, j'espère, bientôt être les BRICS-N, le Nigeria, qui a pendant plusieurs années été la première économie du continent et qui vient d'avoir un statut d'observateur, ce qui est une injustice à mon avis, puisque l'économie nigériane était plus grande que l'économie sud-africaine. Voilà. Donc voilà également des équilibres à rétablir. Nous sommes de plus en plus en train de renforcer notre coopération avec des pays asiatiques comme le Japon, l'Inde, etc. Et il nous faut également des initiatives continentales pour défendre par une voix africaine commune les positions et les intérêts de l'Afrique dans les différents forums internationaux, que ce soit au niveau de l'ONU, du G20 ou de la COP. Cette diplomatie active et diversifiée permet à l'Afrique de réduire sa dépendance politique et économique tout en affirmant ses priorités et son agenda stratégique sur la scène mondiale. Il nous faut également parler de la question de la transition énergétique et l'autonomie technologique. L'autonomie stratégique ne se limite pas seulement à la sécurité et à l'économie. Elle concerne aussi la maîtrise des technologies et des ressources énergétiques. L'Afrique possède un potentiel immense, solaire, hydraulique, gaz, minerais stratégiques et encore, au moment où je vous parle, beaucoup de nos villages sont dans le noir. C'est impossible. Les investissements dans les énergies renouvelables locales peuvent rendre les États moins dépendants des importations d'énergie et réduire la vulnérabilité climatique. Le développement de la recherche et de l'innovation technologique permet au continent de produire ses propres solutions, de protéger ses données et de participer activement à la révolution numérique mondiale au lieu seulement de la subir. Il reste également un défi majeur, celui de transformer toutes ces initiatives autonomes
qu'elles deviennent autonomes, qu'elles deviennent stratégiques et qu'elles deviennent durables. La résilience africaine ne peut pas se limiter à des réactions ponctuelles aux crises. Elle doit devenir une capacité structurelle et continue. Elle doit être capable de protéger le continent face aux turbulences mondiales. Pour ce faire, il nous faut impérativement professionnaliser et coordonner les forces régionales à l'échelle continentale. Les missions ponctuelles ne suffisent pas. Une stratégie intégrée est nécessaire pour protéger les zones de conflit, sécuriser les ressources et contenir et prévenir les menaces transfrontalières. La coopération civile-militaire, incluant les services de renseignement, les systèmes de cybercriminalité, la sécurité énergétique, doit devenir un standard africain. Ça, c'est des tâches que l'Union africaine doit prendre à bras le corps. L'industrie de la défense africaine doit être encouragée. Nous ne produisons pas nos propres armes pour nous défendre, pour réduire la dépendance à l'armement et aux technologies militaires étrangères. Mais il nous faut également une résilience stratégique qui repose sur des institutions solides et légitimes. L'Union africaine et ses communautés économiques régionales doivent être renforcées politiquement et financièrement afin de jouer un rôle central dans la coordination et la résolution des crises. Les États africains doivent investir dans la transparence, la responsabilité et la lutte contre la corruption. Ça, c'est le grand reproche que cette jeunesse fait à ces élites, afin de maximiser l'efficacité des politiques publiques et de garantir la confiance des citoyens et des partenaires. Il nous faut également développer, bien entendu, une coopération et un partenariat intelligent. La résilience, ça ne veut pas dire l'isolation. La souveraineté, ça ne veut pas dire nous couper du reste du monde. Mais l'Afrique doit développer des partenariats équilibrés, basés sur le respect mutuel et la complémentarité. Il nous faut renforcer les liens, comme je l'ai dit, intra-africains, pour créer un marché intégré, capable de rivaliser sur la scène mondiale. Il nous faut négocier avec les puissances extérieures en position de force, afin de protéger les intérêts stratégiques du continent. Nous sommes 54 membres au sein des Nations Unies sur 194 pays. Il nous faut également promouvoir une diplomatie proactive fondée sur l'initiative africaine pour influencer les décisions. Je parlais également de la nécessité de l'autonomie en matière de maîtrise technologique. Il nous faut, en un mot, être maître de notre destin. Et en conclusion, je voudrais dire que l'Afrique est à la croisée des chemins, je voudrais le répéter. Elle porte en elle-même des ressources exceptionnelles, une jeunesse dynamique, un potentiel géopolitique immense. Nous sommes la partie la plus jeune du continent, donc nous sommes jeunes, nous sommes dynamiques, nous avons de la force et de l'énergie. La moyenne d'âge, il faut le rappeler, est de 19,19 ans. À peu près, elle est de 44 ans en Europe. Mais, encore une fois, la souveraineté africaine ne va pas se construire de manière solitaire. Il faut qu'elle se fasse de manière solidaire. Il faut qu'on soit ensemble. On ne pourra pas être grand en voulant manger une partie du voisin ou en ayant nos yeux rivés sur les ressources du voisin. On pourrait collaborer ensemble et voir comment nous développer ensemble. Il nous faut un cadre de dialogue dans ce sens-là avec nos frères de l'AES. Je propose très concrètement qu'on crée un cadre de concertation avec la CEDEAO. Et Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Mali est là, et du Burkina Faso, et du Niger, ils sont tous là. Parce que vous êtes des frères. Nous allons devoir cheminer ensemble. Voilà, il y a eu des moments historiques particuliers qu'il va falloir que nous dépassions. Parce que ce n'est plus une question émotionnelle, c'est la question de bâtir un avenir commun ensemble. Mais pour ce faire, il faut également que la CEDEAO se réforme. Il faut qu'elle se réforme de manière profonde, qu'elle comprenne les enjeux de l'heure. Cela est très très important et qu'elle ne soit plus perçue par les peuples et par les jeunes comme un machin, comme disait quelqu'un, où c'est juste des élites qui se réunissent, des élites qui sont comme moi et vous dans la salle, qui n'ont pas de problème particulier, qui ont envoyé leurs enfants faire leurs études à l'étranger. Il ne faut pas que la CEDEAO soit perçue comme ça.
Et enfin, il faut absolument que nous éradiquions la pauvreté. Il faut se le dire. Je vois l'ancien ambassadeur de Chine au Sénégal. Quand j'étais jeune ou quand j'étais enfant, la Chine, c'était un sujet de moquerie. Aux États-Unis, on disait « unlucky like a Chinaman ». Ça veut dire que vous n'avez aucune chance dans la vie. Mais aujourd'hui, la Chine rivalise avec les États-Unis. Pourquoi elle a pu le faire? Parce qu'elle a éradiqué la pauvreté. Tant que nous serons pauvres comme nous le sommes, personne ne nous respectera. Ça, il faut que nous le comprenions. Il faut absolument une initiative, deuxième proposition, une initiative africaine continentale d'éradication définitive de la pauvreté. Il est inconcevable qu'au XXIe siècle, des femmes meurent en couche parce qu'elles n'ont pas accès à des services de santé. Il est inconcevable au XXIe siècle que nos enfants aillent à l'école en ayant faim. Il est inconcevable que nos jeunes, avec des masters, des doctorats, soient assis. Il est donc temps. Il est donc temps que l'Afrique, une fois pour toutes, vive au XXIe siècle, comme le reste du monde, que la question de la pauvreté soit derrière nous. Et il est temps que les dirigeants, les institutions et les citoyens africains se reconnaissent dans cette vision. Je vous remercie.